Maintenant, c'est l'heure du relevé de compteur. Et une fois n'est pas coutume, dans le rôle de l'interviewé, c'est Tony Havard. Voilà, bonjour Tony. Bonjour. Je propose à nos éditeurs de mieux te connaître aujourd'hui. Et donc, tu as commencé, comme il est de coutume dans cette chronique, par nous raconter une petite histoire. Et après, ça sera l'heure d'une interview. Eh ben, on y va. 2036. La Terre n'est plus qu'un vaste champ de ruines. Une planète désolée où une poignée d'esclaves tentent de survivre au milieu des décombres. Qui dit esclave, dit maître. Les maîtres, ils habitent là-haut, dans les hautes tours, bien au-dessus du nuage radioactif qui recouvre la planète. Les maîtres, ce sont les chiens. Oui, les chiens sont devenus les maîtres, mais pas n'importe quel chien. Des chiens de 2,50 m de haut qui se tiennent bien droit sur leurs deux pattes arrière. Des chiens supérieurement intelligents qui ont tous à la place de leur cervelle un microprocesseur de la dernière génération qui leur permet de rentrer en communication avec tous les autres chiens de la planète. Dans une des hautes tours, il y a un chien, comme les autres, mais celui-là, il s'ennuie. C'est comme ça quand on a tout le pouvoir. Ouais, mais dans son cerveau supérieurement intelligent, il y a une idée qui germe. Dans une des pièces de son appartement, il commence à construire une maquette, à reconstituer un parc d'attractions miniatures, comme ceux qui existaient avant la grande catastrophe, avec tout ce qu'il faut. Manège, grande roue, palais des glaces, train fantôme. Et quand il a terminé, le chien de 2,50 m se concentre et avec son microprocesseur de la dernière génération, il rentre en communication avec le plus grand chien savant de la planète, le professeur Klebarovski. Le professeur Klebarovski, il a inventé un procédé qui vous permet de cloner tout ce que vous voulez en 48 heures chrono. Le chien passe sa commande et 48 heures plus tard, on frappe à sa porte, il va ouvrir. Et devant lui, il y a un humain, décharné, en loques, tremblant, qui lui tend un paquet cryogénéisé. Le chien prend le paquet, repousse l'humain, ferme la porte, et puis il met le paquet dans son four à micro-ondes de la dernière génération. 2 secondes, pas plus. Quand c'est terminé, retire le paquet, soulève la couvercle de la boîte, et à l'intérieur de la boîte, il y a une dizaine de petits clones d'enfants humains qui commencent doucement à se réveiller, à sortir de leur sommeil léthargique. Le chien ferme la boîte, il va dans la pièce à la maquette, verse le contenu de la boîte sur le sol et sort en fermant la porte derrière lui. Les petits clones continuent de se réveiller, et quand enfin ils ouvrent les yeux, eh ben justement, ils n'en croient pas leurs yeux devant eux. Tant de beauté, ils osent pas bouger. Ils sont comme pétrifiés, puis il y en a un plus téméraire, plus hardi que les autres, qui fonce vers les jeux. Alors les autres le suivent en hurlant, et vas-y que je tourne dans les manèges, vas-y que je monte haut dans la grande roue, vas-y que je me perds dans le palais des glaces, vas-y que je frissonne dans le train fantôme. C'est au moment où la joie des enfants est à son paroxysme que le chien de 2,50 m choisit de faire son entrée. Fracasse la porte d'un coup de pied en hurlant à la mort. Les enfants aussitôt descendent des manèges, vont se réfugier dans un coin de la pièce. Le chien de 2,50 m s'avance alors, soulève son énorme patte et commence à écraser les manèges qu'il a lui-même construits. Et quand il a terminé, il voit les enfants là dans le coin de la pièce. À nouveau, il s'approche d'eux. À nouveau, il soulève son énorme patte et à ce moment-là, Jean-Louis s'arrête d'écrire. Bah oui, il s'arrête d'écrire parce qu'il est l'heure d'aller bosser. Alors il pose son stylo, il enfile sa veste, il sort de son appartement, puis il se retrouve dans la rue, il marche un petit moment, il s'engouffre dans le RER. Une première correspondance, un deuxième RER, et voilà Jean-Louis qui sort à la station Marne-la-Vallée. Encore un peu de marche,
Et voici maintenant Jean-Louis devant le portail d'entrée du paradis des enfants, le monde merveilleux de Walt Disney. Ouais, le paradis des enfants, mais son enfer à lui, Jean-Louis, parce qu'il sait que quand il aura passé cette porte, il sera plus Jean-Louis, non. Il sera un chien de 2,50 m de haut, qui devra supporter cette longue queue morte qui lui pend dans le dos et que les enfants adorent tirer à longueur de journée. Devra supporter ce long nez creux au milieu de sa figure qui l'oblige à regarder par les trous de sa bouche, ce qui lui est formellement interdit par contrat. Devra apprendre à signer plus de 100 fois par jour plutôt, avec 3 doigts d'une main. Il devra supporter ses parents qui adorent lui tâter l'entrejambe pour voir si dans Pluto c'est un garçon ou une fille. Il devra supporter cette envie qu'il a par temps de canicule de s'ouvrir à grands coups de cutter pour respirer enfin. Et puis surtout, il devra supporter l'humiliation quand l'envie d'uriner est trop forte de lever les bras en l'air, signe qu'il faut l'évacuer de toute urgence. Quand Jean-Louis rentre chez lui ce soir-là, il est épuisé, rincé. Puis surtout, il sait qu'il devra y retourner demain. Et puis, après-demain. Et puis le jour d'après et tous les autres jours, et ça, il sait pas s'il en sera capable, mais ce qu'il sait, Jean-Louis, ouais, ce qu'il sait, c'est que ce soir, il écrira la fin de son histoire. Eh bien, merci beaucoup, Tony. Alors, d'où vient l'histoire que tu as racontée? Est-ce que ça fait partie d'un de tes spectacles? Ouais, tout à fait. Je vais même dire que ça fait partie de 2 spectacles, puisque c'est une histoire un petit peu que j'aime bien raconter, celle-là, souvent. Voilà, un public plutôt adulte ou ado, hein. Ouais. Avec les ados, ça marche pas mal d'ailleurs. Et elle fait partie d'un spectacle solo qui s'appelle Les Contes de la sauvagerie quotidienne. Et puis elle est aussi intégrée dans un spectacle que j'ai avec un pianiste qui s'appelle Cédric Sour et qui s'appelle À 2 pages de la fin. Il s'agit d'histoires en lien avec le livre, justement, pour être complètement en phase avec l'émission d'aujourd'hui. La vie du livre. Comment est venue ton envie de raconter? Comment es-tu devenu conteur professionnel? Ça s'est fait de manière peut-être... dans cette émission, souvent, il y a des conteurs qui viennent raconter et pour être peut-être un peu différent des autres, je dirais que moi j'ai fait du théâtre pendant longtemps, mais ça remonte un peu, hein. C'est quand j'étais, on va dire, ado et puis jeune adulte. Et puis voilà, je connaissais pas du tout le conte, je savais pas ça pouvait exister. Et puis il s'est trouvé que mon parcours m'a amené à occuper un poste à la Fédération des foyers ruraux du Nord-Pas-de-Calais, donc qui entre autres organise Conteurs en campagne. Et que au départ je m'occupais pas du tout de cette action-là d'ailleurs, parce que je ne savais pas ce que c'était que le conte, voilà. Et donc et puis voilà, j'ai passé une année là-bas à m'occuper d'autres choses, mais évidemment le festival Conteurs en campagne existait déjà, donc je me suis aperçu que ça existait. Puis c'est trouvé qu'on m'a proposé de m'occuper de ce festival-là, une année plus tard, et que j'ai commencé. Et puis il faut croire qu'à force d'écouter les autres raconter, je me suis dit tiens, ça a l'air intéressant, j'irais bien voir un peu ce que ça donne à essayer moi-même de raconter des choses. Et puis voilà, comment ça s'est passé. J'ai commencé à raconter en amateur, et puis voilà, ça s'est fait comme ça, progressivement. Et comment tu t'es formé? C'était à la suite de Conteur en campagne? J'ai fait quelques formations. Je dirais pas, contrairement à d'autres conteurs, je dirais pas que j'ai eu un déclic en termes au niveau des formations. Ça m'a été utile parce que dans les formations, souvent, on voit aussi comment on se dépatouille, notamment avec les contes traditionnels. Comment, à partir d'une trame, on arrive à construire sa propre histoire, comment, tout ça c'est vraiment important. Mais j'allais dire que ma principale formation, ça a vraiment été l'écoute des autres conteurs. J'ai eu un poste privilégié là-dessus parce que j'en ai écouté beaucoup. Et ça m'a permis de voir en fait que
plein de conteurs fonctionnent, même si le matériau est le même, souvent les contes traditionnels, mais pas seulement, les récits de vie, des créations contemporaines, et ben, on s'aperçoit que chacun a sa manière de faire, a sa personnalité, et que la même histoire, elle peut être racontée de manière extrêmement différente. Et ça, on se dit, bah oui, moi aussi, alors je peux peut-être mettre ma manière à moi de raconter cette histoire-là ou une autre histoire. Je peux peut-être essayer d'en inventer aussi. Et voilà, donc c'est vraiment la diversité qui m'a, voilà, comment font les autres. Faut dire que quand je faisais du théâtre, je faisais pas en amateur, hein, je faisais pas mal de mise en scène et que j'étais déjà intéressé par ces aspects-là, le comment on arrive à faire les choses, quoi. Et donc ça m'intéressait aussi de voir comment les conteurs se dépatouillent avec le fait d'être sur scène sans rien, de raconter une histoire. Donc en fait, ma principale formation, ça a été l'écoute vraiment des conteurs. Et puis j'ai fait quelques formations évidemment, hein, donc ça, quand même, parce que ça aide à acquérir quelques bases. Et par rapport au théâtre, le conte, comment tu l'abordes, quelles sont les différences pour toi entre le théâtre et le conte et moi j'aime toujours le théâtre en tant que spectateur, genre je n'en fais plus moi-même, je me consacre là à 100% au conte, hein. Maintenant la différence principale entre les deux, il y en a plusieurs. Le conte d'abord, c'est souvent en solo, hein, c'est souvent en solo. Il peut y avoir de la musique, il peut y avoir éventuellement un autre conteur, mais la plupart du temps, c'est un travail solitaire. Et puis moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est le fait d'avoir une partition un peu comme les jazzman, mais une trame sur laquelle on peut glisser, de pas avoir de texte appris par cœur. Et puis c'est vrai qu'en ayant fait, encore une fois, nombreuses années du théâtre amateur, je vais dire un truc peut-être qui veut mettre mal pris, mais au bout d'un moment j'en ai fait longtemps et je me disais c'est vraiment au bout d'un moment ça t'use parce que quand je m'occupais de la troupe en fait et quand les gens arrivent en retard et tout, tu sais ce que c'est, peut-être des fois les gens arrivent en retard et tout, t'en as marre au bout d'un moment, tu te dis je vais faire un truc tout seul parce que moi si ça marche pas je m'en prendrai qu'à moi-même, voilà. Donc il y a eu ce truc là un petit peu, et puis non, la grosse différence c'est vraiment ce fait on dit jeu, quoi, hein. Quand on raconte, on est le conteur, on n'est pas dans un rôle a priori, même si il y a des communications quand même. Moi je remets un petit peu de théâtre quand je raconte, un peu. Il a fallu que j'apprenne. Ça a été l'apprentissage, ça a été ça. C'est d'apprendre. Au début, je pense que je mettais un peu trop de théâtralité dans ma manière de compter. Donc j'ai essayé de me débarrasser de ça. Et maintenant que je m'en suis débarrassé, je remets un petit peu. Mais maintenant, je sais que j'en remets un petit peu. C'est la différence. Oui, donc allez voir les conteurs sur scène. C'est vrai qu'à la radio, on peut pas rendre compte de l'aspect gestuel, etc., quoi. Les mimiques, il y a un petit aspect qui... c'est du spectacle vivant, hein. Comme là, pour le coup, comme le théâtre, comme la musique en live, comme la danse. Donc, le conteur, c'est aussi un corps. Et j'allais dire que, en ce qui me concerne, le corps, il est vraiment important parce que il porte la mémoire de l'histoire. C'est vrai que le fait de raconter en radio, par exemple, c'est extrêmement déstabilisant au début parce que on peut pas faire les grands gestes qu'on fait, ça n'aurait pas de sens. Encore que il y a un spectateur dans le studio là, donc on pourrait. Mais voilà, on est quand même assis, on peut pas bouger tant que ça. On peut bouger un peu les mains éventuellement, mais c'est vrai que l'histoire, elle vient parfois parce que les gestes viennent avant. Et donc du coup, il faut faire un effort énorme en radio pour visualiser les gestes sur scène, en fait. Donc c'est du spectacle vivant, donc le corps est aussi important que la voix. Tu parlais de visualisation, c'est quand tu racontes, en fait, tu as l'histoire, tu as l'histoire un peu comme un film dans ta tête, ou tu écris beaucoup pour préparer le spectacle? Alors j'écris quasiment pas. Donc c'est vraiment c'est un travail à la fois presque de préparation, silencieux et invisible, ce qui fait que des fois
moi, en ce qui me concerne, j'ai l'air de rien glander, mais je suis en train de travailler. Mais c'est vrai, enfin, je dis ça en rigolant, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que moi, j'écris pas les textes, donc ça veut dire que l'histoire, je la fais tourner longtemps dans ma tête. J'essaie de la formuler, etc., de la murmurer régulièrement, etc. Puis un jour, je me dis, tiens, elle a l'air d'avoir envie d'être racontée maintenant. Donc on va la mettre sur scène. Donc mais t'as raison, c'est une question d'image, hein. C'est ça le conte, c'est visualiser les choses pour les raconter en espérant que celui qui écoute va la visualiser à son tour. Il visualisera pas exactement peut-être la même chose, mais s'il visualise, c'est bien, quoi. Donc c'est ça, ouais, c'est aussi un art très cinématographique. On choisit nous de positionner notre caméra intérieure d'une telle manière, de la raconter cette histoire-là de telle manière, de tel point de vue, ou voilà, avec tel décor derrière, et on espère que les gens vont savoir se créer l'image aussi. C'est ça, oui, et du coup, ça m'arrive d'écrire, mais c'est quand même assez rare. Sur certaines histoires, je le fais, mais c'est quand même rare. Quelles sont tes préférences dans le conte, et toi, qu'est-ce que tu préfères raconter ? Alors, il y a quelques années, je t'aurais dit assez aisément que j'aimais vraiment raconter. Par exemple, voilà, l'histoire que je viens de raconter là, c'est une des histoires que j'adore raconter. Va dire un répertoire, c'était un répertoire adulte, ado, plutôt avec pas mal de sombre, mais un petit peu aussi de touches humoristiques, un peu noires parfois. Voilà, c'était ça. Maintenant, je serais plus aussi catégorique, c'est-à-dire que je pense avoir diversifié beaucoup ce que je fais en conte. Donc je raconte maintenant pour un public assez large, pour le jeune public à partir de 3 ans, pour les familles. Et finalement, ces derniers temps, les fois où j'ai pris le plus mon pied sur scène, c'était devant un public ultra familial, parents-enfants, sur des contes traditionnels, parfois très connus, que je recuisine à ma manière. Et voilà, donc en fait, maintenant, j'ai un peu de mal à répondre à cette question. C'est une question de circonstance. Quand le public, en fait, est là, et que tu es en adéquation entre ce que tu racontes et le public qui est là, en fait, c'est là que je préfère. Donc, ça va pas forcément être une question de répertoire. Donc, tu disais que tu racontes pour tous les publics à partir de 3 ans. Comment abordes-tu ces différents publics ? Est-ce que tu as une manière particulière de raconter en fonction des personnes qui se trouvent devant toi ? Bon, il y a le répertoire déjà, hein, évidemment, qui n'est pas le même. Donc ça, c'est évident pour le jeune public à partir de 3 ans. Moi, je raconte beaucoup de contes de randonnée, de contes à répéter, où le public va être mis à contribution, hein, qui font travailler au niveau des enfants la mémoire, la parole, les gestuels, tout ça. Donc c'est important. On travaille plein de choses en fait quand on vient voir un spectacle de contes et qu'on est un enfant, même qu'un adulte d'ailleurs, ça nous fait travailler plein de choses. Donc voilà, c'est le répertoire. Ça va peut-être, j'ai tendance aussi peut-être à être un peu dans un rythme assez bande dessinée, assez déjanté quand je raconte à un petit peu plus âgés. Donc pour les petits, j'ai tendance à ralentir le rythme, à me faire un peu plus doux aussi, ce qui n'empêche pas de faire un petit peu d'humour de second degré, parce qu'il y a toujours des parents avec, et c'est bien parce que c'est les parents qui emmènent les enfants au spectacle. Oui. Donc c'est important qu'un spectacle jeune public en fait puisse être écouté aussi par les parents et qu'ils prennent du plaisir, sinon ils hésiteront à revenir. Je sais pas si j'ai répondu à ta question, parce que peut-être un bout, mais je crois que oui, à peu près. En fait, je voulais savoir si tu avais une manière particulière de raconter. Oui, en fait, je pense que voilà, c'est vraiment l'histoire. Pour moi, c'est chaque histoire. Quand je me dis tiens, j'ai envie de raconter cette histoire-là, elle induit sa manière de raconter. C'est évidemment toujours moi qui raconte, donc avec ma personnalité. J'ai une gestuelle assez prononcée. Ça m'arrive d'être dans quelque chose un petit peu d'un peu bande dessinée, etc. quand je raconte. Mais c'est vrai que chaque histoire, parfois j'essaye plein de choses. J'essaie de la raconter assise, j'essaie de la raconter en bougeant, avec peu de mots. Elle choisit sa manière de raconter. Alors, tu es né sur les bords de la... J'ai pu lire sur ton site.
Donc tu es bien ancré dans les Hauts-de-France, notamment avec le festival Conteurs en campagne. Est-ce que justement le fait d'être dans le Nord-Pas-de-Calais, ça influence tes histoires? Alors, c'est pareil, il y a quelques années, je t'aurais dit pas du tout, en fait, parce que je suis pas un conteur, voilà, mais mes histoires ne sont pas il y en a quasiment aucune qui est ancrée dans le Nord-Pas-de-Calais, où je commence en disant il était une fois, il y a longtemps, du côté de Saint-Omer, voilà. C'est vraiment, vraiment rare. Après, c'est drôle parce que par contre maintenant, ça m'arrive de raconter donc hors de la région assez fréquemment, et c'est vrai que les gens des fois ils viennent te dire à la fin ouais t'as un petit accent et tout, donc déjà ça voilà, hein, même si et puis ça m'arrive de glisser quelques allusions maintenant au sein des histoires. Là-dessus, j'essaye de pas. Je me considère vraiment pas comme un conteur régional. Voilà, j'aime raconter des histoires. Il y a des gens qui font ça très bien. Hein. C'est pas du tout une critique de ma part, mais c'est pas du tout mon truc. Même si voilà, moi j'aime bien quand un conteur me raconte une histoire en ch'timi, en picard, ça me va très bien. Hein. Ça m'arrive d'en mettre un peu maintenant, mais je suis pas. Il faut que je le retravaille quoi. Hein, je le comprends bien, mais le parler c'est autre chose. Hein. Oui, c'est pas spontané. Alors ta dernière création s'appelle Chapocalypse, un spectacle pour les 12 ans et plus. Peux-tu nous présenter cette création, Denis? Chapocalypse, c'est le projet qui est vraiment. Alors c'est presque une création, je dirais, parce qu'il a déjà été joué une fois, mais vraiment dans dans quelque chose d'assez épuré, hein, dans une première fois. Donc là, c'est un spectacle qui va être retravaillé pour être tourné plus, j'espère. Alors Chapocalypse, c'est un petit peu pour moi l'aboutissement de mon travail autour des adultes et ados. C'est pour la première fois, j'essaie de faire un spectacle qui est d'une traite, c'est-à-dire que c'est pas un spectacle de plusieurs histoires. Il y a vraiment une grande histoire, avec des petites histoires dedans, mais vraiment une grande histoire. Alors, c'est vraiment, il y a beaucoup de mes obsessions là-dedans. Finalement, l'obsession, on vient de l'entendre dans l'histoire de Pluto, il y a déjà un peu ce côté apocalyptique. Et voilà, alors, c'est quelque chose de toute façon qu'on trouve beaucoup en littérature, en cinéma aussi, hein, les récits apocalyptiques. Faut croire qu'on est dans une période vraiment troublée. Mais l'idée, c'était d'en faire une apocalypse joyeuse, quoi. Joyeuse, tragique et joyeuse à la fois. Donc c'est un road movie avec un type qui rêve au départ, il rêve et qu'il est enseveli sous des décombres. Et quand il se rêve et quand il se désenfouit, on va dire, et ben le monde et puis on s'aperçoit qu'en fait ça même ça c'est un rêve en fait. Ce type en fait, il habite chez lui, il est reclus chez lui avec son chat. Ce type-là, il est muet. Son chat, il parle, lui, par contre. Il parle beaucoup, il philosophe beaucoup. Hein, il s'appelle Guevara, hein, le chat Guevara, voilà. Et tous les deux, ils vont être obligés de sortir de leur réclusion. Parce que tout s'écroule, y compris leur maison. Ils vont se retrouver dehors, dans ce monde-là, qui est en train de partir en miettes, de partir en poussière, sans que les gens s'en aperçoivent, et ils vont faire plein de rencontres. Et ça va bien finir, parce que c'était le but. C'était que ça finisse bien, malgré tout. J'en dis pas plus parce que voilà, c'est vraiment un spectacle que j'ai bâti sur une idée de départ où j'avais aucune idée d'où j'allais. Et donc, petit à petit, il fait des rencontres et il se bâtit un truc et à la fin, ça se résout. Ça se finit bien en fait, cet apocalypse. Voilà. Je peux pas en dire beaucoup plus parce que c'est vraiment un spectacle. C'est parti. Si je vais dire de quoi c'est parti, quand même. Un matin, j'étais sur un vélo d'appartement. Ah, c'est bizarre, hein, mais bon, voilà, comment les idées viennent. J'écoute une émission de cinéma sur France Inter où il y a Bertrand Blier qui parle de sa carrière et il parle d'un film qui s'appelle Buffet froid que moi j'adore parce que c'est un summum d'humour noir absolu, sans aucun espoir dedans. Et en fait, il a raconté comment il avait créé ce film-là. Il a dit, j'ai commencé à écrire des trucs. J'étais en vacances, je crois. Il dit, j'étais en train d'écrire des trucs. Je lui dis, tiens, c'est marrant, ça. Puis il continue sans savoir où il va. Et je me suis dit, tiens, je vais faire pareil. Je vais commencer à écrire un truc avec une idée, une image, avec le mec enseveli et tout. Et puis on verra où ça va aller. Puis voilà, c'est ça. Chapocalypse. Très bien.
Alors, tu as d'autres spectacles pour les adultes et les ados. Par exemple, Conte de la sauvagerie ordinaire, à 2 pages de la fin, on en parlait tout à l'heure. Ou encore Amour fantôme. Ces 2 spectacles, d'ailleurs, sont présentés en duo. Ouais. Avec le musicien, pianiste Cédric Sourd. Oui, il s'appelle Sourd et il est pianiste. Mais c'est pas grave. Et quelques mots sur lui et comment cette collaboration a vu le jour. Cédric, en fait, on s'est rencontrés il y a quelques années. Lui, c'est un musicien qui vient du Conservatoire de Lille, voilà, mais qui travaille beaucoup sur les musiques improvisées, le jazz. Alors c'est vraiment intéressant parce que les premières histoires qu'on a créées, c'est notamment à 2 pages de la fin. Et on a vraiment, moi je suis arrivé avec des idées de contes qui n'étaient pas encore complètement abouties, dont celle que je viens de raconter tout à l'heure là, Pluto, que j'appelle Pluto. Voilà. Et lui aussi, il arrivait avec des pistes en fait. Et on a vraiment créé ces histoires-là et cette musique-là de concert, c'est le cas de le dire, parce que parfois effectivement les conteurs arrivent, ils ont des histoires et puis ils cherchent la musique à mettre dessus. Là c'était vraiment créé ensemble, on a vraiment créé les histoires et la musique ensemble, et c'était vraiment fort quoi, parce que du coup c'est pareil, elle est largement improvisée, c'est jamais exactement pareil, et ça porte le récit, du coup c'est toujours instable. Et moi j'adore ça, on se met en danger toujours avec la musique quoi. C'est assez formidable, ça amène autre chose. Il faut imaginer une ambiance un peu d'orgue psychédélique là pour cette histoire là. À 2 pages de la fin, ça raconte quoi en fait? À 2 pages de la fin, ce sont plusieurs histoires, donc en lien avec le livre et la littérature. Donc il y a cette histoire que j'ai racontée tout à l'heure, donc Pluto, celle d'un type en train d'écrire un site science-fiction. Il y a une version d'un conte traditionnel qui s'appelle La mort marraine, qui est un conte traditionnel vraiment très fort, en fait, sur quelqu'un qui cherche une marraine pour son fils et qui trouve la mort. Voilà. Alors le lien avec la littérature, il faut venir voir le spectacle pour le voir. Il y a d'autres. Il y a aussi un récit, j'allais dire que j'ai créé, qui est un peu un récit, une métaphore sur le livre comme rempart contre toutes les dictatures. Voilà. Donc c'est vraiment le livre a un rôle central, le livre ou l'écriture. Parfois il a un rôle néfaste et parfois il a un rôle positif. C'est pas qu'un rôle positif, parfois c'est un livre diabolique. Voilà, ça peut arriver. Ok. Et puis donc il y a des spectacles pour adultes et ados et des spectacles jeune public et public familial. Et j'ai écrit Biquette pour qu'elle revienne, par exemple, Histoire cruelle d'enfants terribles, Contes accros. Voilà, donc ça on peut le voir sur ton site. Alors ton site, c'est un peu compliqué, donc on tape Tony Havard, Havart, donc Tony Havard dans le moteur de recherche, et puis on va retomber sur ton site. Voilà, sinon tu es aussi sur le site du collectif L'Ours Affable. Et tu animes également des ateliers. Comment se déroulent les ateliers avec toi, Anthony? Moi, c'est pas quelque chose que je fais très souvent, mais je le fais de temps en temps quand on me demande. Alors, ça dépend un petit peu des publics, mais je dirais que d'une manière générale, l'idée dans les ateliers, par exemple pour les enfants, c'est d'essayer que les enfants parviennent à raconter des histoires sans l'aide du livre aussi. Donc ça va être de les faire aussi, peut-être je vais moi-même raconter des histoires, puis on va essayer de se les réapproprier ensemble, ils vont essayer de les raconter, pourquoi pas en changeant des choses dans l'histoire, en changeant des personnages, en s'aidant pourquoi pas de dessins ou d'objets. Donc l'idée c'est vraiment quelque chose de ludique, c'est de faire des petits exercices proches de l'improvisation théâtrale, et puis d'essayer de raconter, de mettre ses propres mots tout simplement à partir d'histoires que je vais amener, voire d'histoires qu'ils vont inventer tout simplement. C'est le but, c'est vraiment ça, sans passer par l'écrit. Alors, tu es aussi, donc tu es conteur, mais tu es également le coordinateur du festival Conteurs en campagne, donc avec la Fédération des foyers ruraux du Nord et du Pas-de-Calais.
Et donc là, c'est en cours, hein, c'est jusqu'au 31 octobre. Et a eu lieu un dimanche au bord de l'eau. Des mots. Au bord des mots. Des mots. Mais Voilà. de l'eau aussi d'ailleurs. Aussi, Il y avait de l'eau aussi. Un dimanche au bord des mots, voilà. Donc une réussite, Tony. Ben, on est content parce que c'est toujours un pari de réaliser un événement sur une journée entière. Avec des événements dont certains sont en extérieur, c'est pas toujours évident, dans un village qui est quand même relativement petit, voilà, dans une zone quand même très rurale. Donc là, je vais pas dire qu'on cumule les handicaps parce qu'au contraire, ça peut être des atouts. Mais on est content parce que sur cette journée, donc on a proposé des randos comptés, des siestes comptées, des contes dans une yourte, dans une église, dans une école, aussi des activités sportives, du graphe. On a réussi à avoir plus de 300 personnes sur la journée et on est vraiment content parce que ça a lancé le festival, j'allais dire, de manière dynamique. Voilà, puis les gens avaient l'air contents et puis surtout, je dois dire aussi que c'est une action qui repose beaucoup sur le bénévolat associatif, que c'est vraiment le cœur de notre sujet et quand on arrive à allier les deux, j'allais dire un événement culturel sympa, de qualité, avec un investissement associatif, voilà, on réussit notre travail. Alors, Conteurs en campagne, on peut réécouter ton interview que tu avais donnée sur PFM. On peut la réécouter dans les émissions spéciales de la vie des livres, puisqu'on a diffusé cette interview pendant le Festival des langues à Courrières. Donc ça, vous retrouverez l'interview de Tony dans cette spéciale. Un festival, cette année, il y a une large place à la musique, j'ai l'impression, cette année. Oui, il y a pas mal de conteurs qui soit s'accompagnent sont accompagnés par des musiciens ou d'autres qui s'accompagnent eux-mêmes à la musique. Bizarrement aussi, il y a pas mal de conteurs qui sont dans un répertoire de blues. Effectivement, le blues, il est assez musique américaine, blues, il y a sont au moins 3 dans ces cas-là. Donc oui, il y a la musique et puis il y a aussi l'aspect peut-être que ce festival est un peu plus familial, focalisé sur le public familial et jeune public que ceux des années précédentes. Oui, et beaucoup de conteurs qui n'étaient pas encore passés par le festival. Oui, on est une vieille chose quoi, 24 années, ça fait beaucoup. Alors si on s'appesantit un peu sur notre passé, ça va pas faire long feu, hein. Donc on essaye de renouveler toujours une partie des artistes qui viennent parce que de toute façon, il y a aussi des jeunes conteurs qui demandent que ça à percer et à se faire connaître. Alors tout ça, on peut le retrouver sur le site internet de la fédération. Oui. C'est foyerruraux5962.fr. Où il y a aussi la page Facebook Conteurs en campagne. Oui. Sinon, si on veut d'autres renseignements ou pour réserver peut-être, il y a le numéro de téléphone de la fédération, c'est le 03 21 54 58 58. Merci beaucoup Tony. Donc on rappelle qu'on peut te retrouver sur ton site, Tony Havard, et puis également sur le collectif L'Ours Affable. Merci beaucoup Tony, et donc je rappelle que la prochaine fois c'était ta dernière intervention dans le relevé de compteurs, et la prochaine fois la relève sera assurée par les compteurs Fabien Delorme et Manuela Yapas.